Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour avoir la possibilité de m'exprimer devant vous et partager ce qu'on fait au quotidien. Et je pense qu'il contribue quelque part à améliorer les bâtiments, les villes et la vie dans ces villes. Alors, moi, je vais vous parler d'immobilier, de construction au sens un peu plus large et d'innovation. Alors, ce n'est pas forcément des mots que vous mettriez naturellement les uns à côté des autres. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trois raisons, on a trois freins à l'innovation dans notre métier. Le premier, c'est qu'on a des métiers qui sont à cycle long. Et d'ailleurs, vous le recherchez. Quand vous investissez dans la pierre, vous attendez à ce que ça soit un bien durable. Et puis nous-mêmes, pour construire des ensembles immobiliers, il nous faut du temps. Entre l'idée et la livraison d'un bâtiment, il faut environ 3-4 ans. Quand on est à l'échelle d'un quartier, eh bien, on est entre 5 à 10 ans. Le deuxième point, que j'ai symbolisé par les 11 ouvriers au-dessus de Manhattan, eh bien, c'est la kyrielle d'acteurs dans notre métier. Vous avez certes quelques grosses entreprises, mais vous avez aussi énormément d'artisans qui composent finalement la masse la plus importante des acteurs de notre métier. Et donc du coup, quand il y a des innovations qui germent soit dans les grands groupes, soit d'ailleurs dans les petites entreprises, eh bien, la diffuser à l'ensemble de la filière prend énormément de temps. Et puis le dernier point, eh bien, c'est qu'on a un métier qui est extrêmement réglementé, régulé, normé. Alors ça a un certain nombre de caractères intéressants en matière de qualité, mais c'est aussi des choses qui parfois nous freinent au quotidien, parce que tout simplement on veut faire des choses qui ne sont pas prévues par la réglementation et on n'a pas de cadre légal pour faire ces choses-là. Alors à opposer à ces trois points, je voulais aussi vous montrer le nuage de mots que j'ai fait sur la droite pour vous, et qui est finalement les attentes à la fois des collectivités, à la fois de nos clients. Et vous voyez qu'on est sur des termes qui sont beaucoup plus déjà orientés vers l'humain, vers les besoins finaux, vers l'usage des bâtiments. Et c'est ça, en fait, qui est le principal driver aujourd'hui de notre innovation. Alors, pour vous prendre un exemple, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'énergie positive. Alors l'énergie positive, cette histoire, il était une fois le Grenelle de l'environnement, 2007. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi ce qui s'est passé à cette époque-là. Eh bien, on avait notamment des débats sans fin sur jusqu'où on peut aller en termes de performance d'un bâtiment. Est-ce que finalement, des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui, à l'échelle d'une année, produiraient plus à partir de sources renouvelables qu'ils consommeraient, est-ce que c'était juste une douce utopie ou est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait mettre en œuvre? Eh bien, nous avons eu, je pense, la seule réponse que peut avoir un entrepreneur volontaire. Eh bien, on essaye et on verra bien ce que ça donne. 2007, plus 4, je vous ai dit, pour réaliser un bâtiment. On est en 2011. On livre le bâtiment que vous avez ici, à l'image, s'il veut bien revenir. Merci beaucoup. Un bâtiment qui a été vendu à la société de réassurance Score, qui est occupé par la société de services en informatique Steria et qui tourne effectivement depuis juillet 2011. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il a de particulier ce bâtiment? Vous voyez effectivement un peu de photovoltaïque. Alors c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi? Eh bien regardez cette courbe-là. Ça, c'est la décroissance de la consommation énergétique, la performance finalement des bâtiments au fil du temps. Sur la gauche, vous avez la moyenne du parc. Un bâtiment français moyen consomme 350 kWh par mètre carré et par an. Vous avez les objectifs qui ont été donnés par les différentes réglementations pour le neuf, 2005, 2012. En 2020, a priori, on sera sur ce qu'on appelle la réglementation bâtiment responsable. Et vous voyez apparaître quelque chose d'assez surprenant, c'est que finalement, il y a du vert en bas. Qu'est-ce que c'est? C'est la production d'énergie qui va être faite directement par les bâtiments. Eh bien, tout à fait à droite, vous avez ce bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, le Green Office de Meudon. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la partie verte, c'est-à-dire la production de ce bâtiment sur les 4 dernières années, a dépassé sa consommation. Alors, ça change quoi? Fondamentalement, ça change tout, parce que si vous avez un bâtiment qui est capable de produire plus qu'il consomme, on n'est plus en train de dire est-ce qu'on peut se permettre de mettre en place des bâtiments de ce type? Est-ce que finalement, on produit suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter ce type de bâtiment? Non, non, à chaque fois qu'on rajoute
un bâtiment de ce type, en fait, on améliore l'équation énergétique locale. Et donc ça, c'est absolument fascinant, ça renverse complètement le modèle. Alors je suppose qu'il y en a parmi vous, la plupart, qui sont familiers des écrits de l'économiste américain Jeremy Rifkin. Donc moi, j'ai eu le plaisir de recevoir Jeremy Rifkin sur ce bâtiment, et il était absolument stupéfié parce que ce qu'il a fait dans ses écrits, ce qu'il avait écrit dans la troisième révolution industrielle, eh bien, il y avait une preuve matérielle, existante, que tout cela, c'était faisable et qu'on pouvait imaginer finalement et à terme tous les bâtiments qui seraient suivant ce modèle-là et donc qui auraient un impact positif en termes d'énergie. Alors, la première chose que vous pouvez me dire, c'est « Oui, d'accord, mais… » D'ailleurs, je vais revenir sur les slides. La première chose que vous pourrez me dire, c'est « Mais finalement, très bien, performance énergétique, mais et l'utilisateur dans tout ça ?» Alors, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ce sujet-là. L'utilisateur dans tout ça, il est forcément au cœur de cette démarche. Et pour le comprendre, il suffit de raisonner par l'absurde. En fait, le bâtiment le plus performant en termes d'énergie, c'est facile, c'est un bunker sans fenêtre et pas chauffé. Vous en conviendrez. Cette équation, elle est impossible à tenir. Évidemment qu'en parallèle d'améliorer l'énergie, il faut améliorer le confort sur le bâtiment. C'est exactement ce qu'on a fait. J'étais encore sur le bâtiment lundi dernier et on a des retours absolument exceptionnels des utilisateurs. La température du bâtiment est contrôlée, l'inertie du bâtiment fait que cette température est parfaitement stable. On a une surface vitrée qui est de 5/12 de la façade du bâtiment, ce qui fait qu'on a tous les collaborateurs qui travaillent en premier jour, et ça, c'est des conditions de confort qui sont absolument exceptionnelles. Le deuxième point que vous pourriez me soumettre, c'est, mais finalement, je reviens encore en arrière, mais finalement, ce bâtiment, il doit coûter plus cher. Alors vous avez raison, ce bâtiment, il coûte plus cher. Le premier coûte 15% de plus qu'un bâtiment classique, le deuxième coûte 8%, et puis les suivants, on va rapidement tangenter le coût d'un bâtiment classique. Mais alors ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai expliqué que c'est des bâtiments qui consomment très peu, en fait quand vous raisonnez loyer plus charge, eh bien on se rend compte qu'on dégage des économies, c'est-à-dire que finalement loyer plus charge, c'est un bâtiment qui est plus rentable qu'un bâtiment classique. Donc on a une équation énergétique qui est favorable, on a une équation utilisateur qui est favorable, on a une équation économique qui est favorable. Alors le seul point qu'il s'agissait de sécuriser, c'est que pour les plus perspicaces encore, vous allez me dire, oui mais très bien, mais le loyer, je suis sûr qu'il tombe, mais les charges, les charges, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la météo, ça dépend de mon usage du bâtiment. Qu'est-ce qui me garantit qu'on va bien avoir cet écrasement des charges? Eh bien pour cela, en fait, on a créé une activité, c'est-à-dire qu'on a fait une filiale entre Schneider et Bouygues Immobilier qui permet justement d'être orienté vers les besoins, les attentes des utilisateurs et des investisseurs sur les bâtiments en garantissant cette charge et cette équation économique pendant toute la durée d'un bail, c'est-à-dire on s'engage pendant 9 ans à tenir la performance du bâtiment. Alors je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes parce que j'aime bien cette boîte puisque j'ai l'honneur de la présider. Donc je vous ai dit, on change la donne en rendant possible un nouveau modèle économique. Néanmoins, on change aussi la donne parce que c'est une émanation. J'ai eu le sentiment qu'il y avait de la valeur ajoutée à créer dans cette entreprise. Et donc, j'ai quitté mes fonctions de directeur de l'innovation de Bouygues Immobilier et j'ai pris la présidence de cette entreprise. Et ça a été rappelé, on est dans l'intrapreneuriat. Et je pense qu'en termes de modèle d'innovation des grandes entreprises, c'est fondamental qu'on redonne la possibilité à des collaborateurs de créer une activité, de créer une entreprise au sein de l'entreprise quand ils pensent qu'il y a un nouveau concept à développer. Et puis le dernier point, je vous ai dit, Schneider Electric plus Bouygues Immobilier, je suis également convaincu aujourd'hui qu'au-delà de chercher la valeur dans chacun des domaines d'activité des uns et des autres, valeur qu'on va chercher tous les jours et sur lequel on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué à aller chercher, il y a des Eldorado au carrefour de métiers, c'est-à-dire quand par exemple un expert de l'énergie comme Schneider s'associe à un expert de l'immobilier. Et donc je vous encourage dans vos entreprises à chercher ces alliances, à faire de l'open innovation, à aller chercher ailleurs aussi comment à deux on peut faire mieux que tout seul. Alors du coup j'avance. Alors ce bâtiment, vous me direz il y en a un, non il y en a 15 qui sont en cours de préparation. C'est que du tertiaire? Non.
On est en train de le faire pour des bâtiments de logement. On est aussi en train de le faire au niveau d'un ensemble immobilier qui comporte du logement, du bureau et du commerce. Et finalement, on se rend compte que tout ça, ça sert notre métier. On est en train de vraiment créer du nouveau business parce que finalement, c'est quoi le business d'un promoteur immobilier? C'est de ringardiser l'existant. Parce que si je fais la même chose que des bâtiments existants, à quoi bon prendre du neuf? Là, on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Vous voulez un bâtiment énergie positive, il n'y en a pas qui existe. Il faut en construire des nouveaux. Donc évidemment, pour nous, ça change complètement la donne. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nos concurrents commencent à nous copier sur ces sujets-là. Alors le coup d'après, c'est quoi? Eh bien, le coup d'après, c'est évidemment de le faire au niveau de la ville. Et ça, c'est déjà lancé. C'est actuellement un démonstrateur. On n'a pas encore tout à fait l'équation économique, on y travaille. On est à Issy-les-Moulineaux, on est en banlieue parisienne. Vous avez le périphérique qui est là. On est à Paris finalement et on regarde le sud-ouest parisien. On a 10 entreprises qui se sont alliées. Finalement, je dirais les 10 champions de l'énergie, de la ville, de la smart city, qui se sont mis ensemble pour regarder ce que ça voudrait dire une ville à énergie positive. Et donc, on a connecté des logements, évidemment avec les occupants qui sont les premiers acteurs de cette transformation. Et d'ailleurs, on va prendre 2 secondes. Qui est-ce qui connaît sa facture d'énergie à la maison? Levez le doigt. Combien vous payez de facture énergétique? Alors, je ne peux pas compter directement. Il y a peut-être une main sur 10 qui s'est levée. C'est-à-dire que vous êtes parmi les gens, je pense, qui sont les plus à l'écoute de ces sujets-là, et pour autant, vous êtes 9 sur 10 à ne pas savoir combien vous payez à la maison. Je ne suis pas là pour vous stigmatiser, simplement je pense que sur tous ces sujets-là, il y a des prises de conscience à avoir par rapport à un monde qui est en train de changer. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le premier acteur d'Issy Grid, ce n'est pas les capteurs, ce n'est pas la technologie, c'est les habitants et les collaborateurs qui travaillent dans cette ville. Alors vous allez me dire, oui mais il y a au-delà de l'énergie, évidemment au-delà d'énergie. L'énergie, c'est 8% du bilan carbone de Green Office. Il faut qu'on aille travailler la mobilité et tous les matériaux de construction. Il faut aussi qu'on aille travailler sur le confort, sur le bien-être, sur l'économie du partage. On le voit et on en a parlé beaucoup dans cette journée. Sur tout ce qui est services digitaux urbains, on a un potentiel de services dans la ville qui est absolument exceptionnel. Et puis également à faire revenir la nature dans la ville. Il faut casser ce clivage entre d'un côté la ville et de l'autre côté la nature. Il faut faire revenir la nature en ville, une nature productive. Et puis, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, sur des notions d'Urbanera, on est en train d'intégrer tous les sujets énergie, mais aussi tous les autres composantes de la ville, dans cette approche de positivité, de voir comment on peut créer une ville qui a une contribution positive à son environnement. Et ce que je vous propose, j'espère, c'est de revenir dans quelques années, dans cette même place, et puis au lieu de vous parler de l'histoire de l'énergie positive, vous parlez de l'histoire des villes positives. Merci à vous.